Son patron l'a invitée à dîner en me fusillant du regard. Elle a dit oui. Je n'ai pas protesté. Je suis simplement sorti et j'ai commencé à m'effacer de l'existence. 11 mois de préparation ont porté leurs fruits lorsqu'elle s'est réveillée pour découvrir que tout avait disparu. Je m'appelle Cole Branson. J'ai 47 ans et je suis avocat en brevet, spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle. J'ai passé 2 décennies à protéger les innovations des autres, à rédiger des accords si hermétiques qu'ils pouvaient résister à n'importe quelle contestation. Ironique, n'est-ce pas? Je pouvais sauvegarder l'invention d'un étranger, mais je n'ai pas vu mon propre mariage s'effondrer avant qu'il ne soit déjà en ruine. La nuit où tout s'est écroulé a commencé comme n'importe quelle autre cérémonie de remise de prix. L'entreprise de Nicole célébrait un nouveau trimestre record. Elle était leur directrice marketing depuis 6 ans, grimpant rapidement les échelons, toujours avide de la prochaine promotion. J'étais fier d'elle. Vraiment. Même quand cela signifiait dîner seul 3 soirs par semaine, même quand nos conversations se sont transformées en rapports transactionnels sur les factures et les plannings. Le lieu était l'une de ces salles de bal d'hôtels de luxe du centre-ville. Lustre en cristal, open bar, des gens en costume qui coûtaient plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Je me tenais près du bar, sirotant un whisky, en regardant Nicole charmer l'assemblée. Elle était douée pour ça. Elle l'avait toujours été. Cette assurance, ce rire facile, c'est ce qui m'avait attiré chez elle il y a 23 ans. Vincent Crawford est apparu à côté d'elle. PDG, la cinquantaine, cheveux argentés, montre de luxe. Le genre d'homme qui croyait que le monde lui devait tout ce qu'il désirait. Je l'avais rencontré 2 fois auparavant. Les 2 fois, quelque chose dans sa façon de regarder ma femme m'avait fait serrer la mâchoire. Ils ont parlé pendant quelques minutes. Je ne pouvais pas entendre les mots, j'ai vu qu'il se penchait près d'elle. J'ai vu sa tête s'incliner de cette façon. Celle qui signifiait qu'elle était charmée. Puis il s'est tourné, m'a regardé droit dans les yeux, pas elle, moi. Son regard a croisé le mien à travers 6 mètres de salle bondée. Dîner demain, a-t-il dit, assez fort pour que j'entende chaque mot. Juste nous 2. Nous pourrons discuter de votre promotion. J'ai observé le visage de Nicole, j'ai vu une lueur de surprise, puis autre chose. Du calcul, peut-être. De l'ambition? Elle m'a jeté un regard d'une demi-seconde, puis s'est retournée vers Vincent. Bien sûr, a-t-elle dit. Elle a même souri en le disant. Ce serait formidable. Il m'a regardé droit dans les yeux quand il lui a posé la question. Elle a dit oui sans même hésiter. Je n'ai pas protesté, je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas fait de scène. Je me suis contenté de poser mon verre sur la table la plus proche, de tourner les talons et de sortir de cette salle de bal. Mes pas résonnaient dans le hall en marbre. Personne ne m'a suivi. Je suis resté assis dans ma voiture dans le parking souterrain pendant 10 minutes, les mains sur le volant, le moteur éteint. La partie rationnelle de mon cerveau, la partie avocat, était déjà au travail. Pas de colère, une analyse. Elle a fait un choix. Il a fait une démonstration de force. Et moi, j'ai simplement regardé ma femme accepter, alors que son mari se tenait à 15 mètres de là. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Nicole. Où es-tu passé? Je n'ai pas répondu. J'ai démarré la voiture et je suis rentré chez nous. Notre maison était à Riverside, l'un de ces quartiers où chaque pelouse semble parfaite et chaque mariage semble heureux. Je me suis garé dans le garage à 23h47. La maison était sombre, à l'exception de la lumière du Porsche que Nicole laissait toujours allumée. Je ne suis pas entré tout de suite. Au lieu de ça, je suis resté là, dans la pénombre, à écouter le moteur crépiter en refroidissant, et j'ai pris une décision. Pas une décision émotionnelle, une décision stratégique, du genre de celle que je prendrais pour un client faisant face à une OPA hostile. Si elle rentrait ce soir et agissait comme si de rien n'était, je saurais exactement où j'en étais. Et je saurais exactement ce que j'avais à faire. Le plan que j'avais discrètement élaboré au cours des 11 derniers mois, celui que je me disais n'être qu'une assurance, une simple précaution. Il était temps de l'exécuter. Chaque document que je lui avais fait signer. Chaque actif que j'avais restructuré. Chaque éventualité que j'avais préparée. Elle voulait dîner avec Vincent Crawford, elle pouvait l'avoir. Mais en rentrant chez elle demain soir, elle découvrirait ce que cela lui avait coûté. Je n'ai pas dormi cette nuit-là.
Je n'ai même pas essayé. Au lieu de ça, je suis resté assis dans mon bureau à domicile, la porte verrouillée, à examiner chaque document préparé au cours des 11 derniers mois. L'acte de transfert de propriété qu'elle avait signé en avril dernier, transférant la maison à une fiducie que je contrôlais. Le formulaire de réaffectation des retraites de juin, déplaçant notre épargne retraite commune dans des comptes séparés. Les créations de sociétés, les transferts d'actifs, les décharges juridiques soigneusement rédigées. Chacun semblait si innocent lorsque je les lui avais présentés. Planification successorale, lui avais-je dit. Optimisation fiscale, protection de nos actifs. Elle les avait tous signés en consultant son téléphone, lisant à peine au-delà du premier paragraphe. Pourquoi aurait-elle fait autrement? Elle me faisait confiance. Son mari, l'avocat en brevet qui s'occupait de toute la paperasse compliquée. Cette confiance était sur le point de tout lui coûter. À 2h47 du matin, j'ai ouvert le tableur que je tenais à jour. Chaque bien que nous possédions, catégorisé et suivi. La maison, propriété unique transférée à mon nom. Les comptes d'investissement, séparés et restructurés. Ces cotisations retraite, légalement redirigées vers une fiducie caritative dont je contrôlais l'accès. Notre compte courant commun, j'en avais lentement déplacé les fonds depuis des mois vers des comptes dont elle ignorait l'existence. Tout était légal. Chaque mouvement, je m'en étais assuré. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir à 1h15 du matin. Les talons de Nicole ont claqué sur le carrelage. Elle a appelé mon nom 2 fois. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté d'écouter ses pas à l'étage, d'entendre la porte de la chambre se fermer, et j'ai attendu. À 6h, j'ai pris une douche, enfilé ma tenue de course et préparé un petit sac de sport. Des vêtements pour 3 jours. Un ordinateur portable, un disque dur externe avec des copies cryptées de tout ce dont j'avais besoin. J'ai laissé les clés de la maison sur le comptoir de la cuisine, avec la télécommande du garage. J'ai ajouté le double des clés de voiture dont elle aurait besoin. L'enveloppe que j'avais préparée des semaines auparavant était posée à côté. Pas de lettres à l'intérieur, juste des documents. Ceux qui montraient ce que j'avais fait, ce qu'elle avait signé, ce à quoi elle n'avait plus accès. J'ai jeté un dernier regard à la maison où nous avions vécu pendant 12 ans. La cuisine où nous avions organisé des dîners. Le salon où notre fille Emma avait appris à marcher. La vie que nous avions construite, que Nicole avait nonchalamment échangée contre une invitation à dîner et une promotion. Mon téléphone était déjà éteint. La carte SIM retirée et détruite. J'en avais une nouvelle dans ma poche. Un téléphone prépayé, intraçable. J'avais passé des mois à mettre en place l'infrastructure dont j'avais besoin. Des comptes email auxquels Nicole ne pouvait pas accéder. Un stockage cloud qu'elle ne connaissait pas. Un réseau privé virtuel qui masquait ma position. Emma était la seule complication. Notre fille, 22 ans, diplômée de l'université au printemps dernier, travaillant maintenant à Portland. Je l'avais appelée hier après-midi, avant la cérémonie. Je lui avais dit que je l'aimais. Je lui avais posé des questions sur son nouveau travail. Je ne lui avais pas dit ce qui allait arriver, car je ne pouvais pas risquer que Nicole l'atteigne en premier, racontant l'histoire à sa manière. Je m'occuperai de ça plus tard. Pour l'instant, je devais disparaître. Je suis sorti par la porte d'entrée à 6h33. Le soleil commençait à peine à se lever, peignant le ciel d'orange et de rose. Une belle matinée pour une fin. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à l'endroit où j'avais garé ma deuxième voiture, celle immatriculée au nom de la SARL que Nicole ignorait que j'avais créée. Une Toyota grise, vieille de 5 ans, tout à fait banale. À 7h, j'étais sur l'Interstate 5, en direction du nord. Pas encore de destination en tête. Juste de la distance, du mouvement, juste la première étape d'un plan que j'avais construit pendant près d'1 an. Mon téléphone, le nouveau, a vibré une fois. Un rappel de calendrier que je m'étais fixé. Jour 1. C'était exactement ça. Jour 1 d'une nouvelle vie. Une vie où je n'étais pas invisible. Une vie où je n'étais pas pris pour acquis. Une vie où Cole Branson cesserait d'exister et où quelqu'un d'autre émergerait. Quelqu'un qu'elle ne trouverait jamais. Quelqu'un qui lui ferait réaliser exactement ce qu'elle avait perdu. Je me suis inséré dans la voie rapide et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Dans mon rétroviseur, la ville où j'avais passé 20 ans disparaissait lentement. Je n'ai pas regardé en arrière. 3 jours plus tard,
j'étais assis dans une chambre de motel près de Portland, regardant ma vieille vie s'effondrer sur l'écran d'un ordinateur portable. J'avais installé un logiciel de surveillance des mois auparavant, accès à notre système de sécurité domestique, à nos comptes bancaires, aux emails de Nicole. Tout était parfaitement légal, puisque c'était des comptes joints et que j'avais installé les caméras moi-même. Maintenant, je regardais sa panique en temps réel. Elle a appelé tout le monde, mon bureau, mes parents, Emma, même mon ancien colocataire d'université. Je le savais parce que j'avais mis en place des règles de transfert sur ses contacts partagés. Chaque appel qu'elle passait, j'en étais informé. Chaque email qu'elle envoyait, je le lisais. Elle avait signalé ma disparition à la police le 2e jour. Ils lui ont dit ce que je savais qu'il dirait, j'étais un adulte, j'étais parti volontairement, il n'y avait pas de crime. Mon téléphone, le nouveau, a sonné. J'ai reconnu le numéro. Samuel Guen, mon avocat et vieil ami de la fac de droit. Nous planifions cela depuis des mois. Call, dit Samuel, la voix calme. Elle engage un avocat. Je m'y attendais, ai-je répondu en buvant une gorgée de café. Qui? Patricia Vance. Droit de la famille. Agressive. Cher. J'ai souri malgré moi. Bien. Qu'elle dépense son argent. Combien de temps avant que Patricia ne réalise qu'il n'y a rien à contester? Je dirais une semaine, a dit Samuel. Peut-être moins. Les documents sont blindés. Tout ce que tu as fait était légal. Elle a tout signé volontairement et la fiducie est verrouillée. Elle ne peut pas toucher au fonds de pension. Elle ne peut pas accéder au compte d'investissement. La maison est à ton nom grâce à l'acte de transfert. Techniquement, elle vit dans ta propriété. Et Emma? Samuel a hésité. Ta fille a appelé mon bureau. Elle veut savoir ce qui se passe. Je lui ai dit que je ne pouvais pas en discuter sans ta permission. J'ai fermé les yeux. Emma, la seule chose pure dans ce gâchis. Je l'appellerai, mais pas tout de suite. Nicole l'utilisera si elle le peut. Cole, je dois te demander, jusqu'où vas-tu aller avec ça? Jusqu'au bout, samedi. Elle a fait son choix. Elle a choisi un dîner avec son patron plutôt que 20 ans de mariage. Elle a choisi l'ambition plutôt que la loyauté. Je m'assure simplement qu'elle comprenne le coût de ce choix. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mes fichiers cryptés. J'avais la documentation de tout. Des captures d'écran des SMS de Nicole avec Vincent Crawford remontant à 8 mois. Rien d'explicitement inapproprié, mais le ton, la fréquence, les conversations tard le soir. Tout cela racontait une histoire. J'avais des relevés de cartes de crédit montrant des déjeuners et des dîners dont on ne m'avait jamais parlé. J'avais une piste de petits mensonges qui, additionnés, formaient quelque chose de plus grand. Je ne prévoyais pas de les utiliser au tribunal. Je n'en avais pas besoin. Mais si Nicole essayait de me faire passer pour le méchant, j'avais les preuves pour rétablir la vérité. Mon ordinateur portable a émis un son. Un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouvert avec précaution. C'était d'Emma. Papa, je sais que tu peux voir ça. Maman s'effondre. Elle dit que tu as tout pris. Elle dit que tu nous as abandonnés. Je ne sais pas quoi croire. J'ai juste besoin de savoir que tu vas bien. S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. J'ai fixé l'écran pendant 10 minutes. Ma fille méritait mieux que ça. Mais si je la contactais maintenant, Nicole le tracerait, l'utiliserait, le manipulerait. Je devais attendre encore un peu. J'ai tapé une réponse depuis un email sécurisé. Emma, je suis en sécurité. Je suis désolé que tu sois prise au milieu de tout ça. Ta mère a fait un choix qui a brisé notre famille. Quand le moment sera venu, je t'expliquerai tout. Je t'aime. Reste forte. Ne la laisse pas te monter contre moi avant d'avoir entendu ma version. Crois bien que ton père ne ferait pas ça sans raison. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir douter. Puis j'ai fait mon sac. Portland n'était plus sûr. Trop proche. Trop facile à tracer. J'avais besoin de plus de distance. Au coucher du soleil, je traversais la frontière de l'État de Washington, en direction d'une petite ville que j'avais étudiée des mois auparavant. Population de 3000 habitants, pas de caméra, paiement en espèces bienvenue,
le genre d'endroit où un homme pouvait disparaître sans que personne ne pose de questions. Nicole voulait jouer à des jeux. J'avais 3 coups d'avance depuis le début, et elle commençait à peine à réaliser qu'elle avait déjà perdu. 2 semaines après mon départ, Nicole a trouvé le premier document. Je le sais parce que j'avais mis en place des alertes sur le stockage cloud partagé, celui qu'elle pensait que j'avais oublié. Elle avait téléchargé une copie scannée de nos papiers d'hypothèque, essayant probablement de savoir si elle pouvait refinancer sans moi. C'est là qu'elle a dû le voir. L'acte de transfert de propriété, sa signature juste là, à la page 3, datée d'il y a 11 mois. Transférant la propriété exclusive de la maison à mon nom. Je lui avais dit que c'était pour la planification successorale, pour des raisons fiscales. Elle l'avait signé en regardant une émission de télé-réalité, un verre de vin à la main, levant à peine les yeux. Maintenant, elle regardait. Maintenant, elle comprenait. Mon nouveau téléphone a sonné. Samuel, encore. Elle sait, a-t-il dit. Patricia Vance m'a appelé il y a 1 heure. Ils veulent contester l'acte. Pour quel motif? Fraude, contrainte. Ils prétendent que tu as déformé l'objet du document. J'ai ri, un rire froid et sec. Elle l'a signé en présence d'un notaire. Le notaire témoignera qu'elle semblait saine d'esprit et consentante. Il n'y a pas de fraude. C'est ce que j'ai dit à Patricia. Elle cherche la petite bête. Nicole est désespérée. Bien. Qu'elle soit désespérée. Quoi d'autre? Elle a essayé d'accéder au compte d'investissement commun. Elle a découvert qu'il a été restructuré en fiducie. Elle est bloquée, comme prévu. Cole, elle va se battre. Ça va devenir moche. Sam, c'est déjà moche. Elle ne l'avait juste pas remarqué jusqu'à maintenant. Après l'appel, je me suis assis sur le porche du chalet que j'avais loué. Un petit endroit, au milieu de nulle part dans l'État de Washington, les montagnes m'entourant comme des murs. J'avais payé 3 mois d'avance en espèces. Le propriétaire, un homme plus âgé nommé Dutch, n'a pas posé de questions. Il a juste pris l'argent et m'a tendu une clé. J'étais là depuis 1 semaine, et je me sentais déjà plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Pas de faux semblants, pas besoin de marcher sur des œufs, pas besoin de me demander si ma femme me voyait vraiment ou si elle ne voyait qu'un chèque de paie et une vie stable qu'elle pouvait prendre pour acquise. Mon ordinateur portable affichait un autre email d'Emma. Celui-ci était différent, plus en colère. Papa, maman m'a montré les papiers. Elle dit que tu l'as piégé. Elle dit que tu as tout volé. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu simplement partir? Je te croyais meilleur que ça. Ma poitrine s'est serrée. Nicole était déjà en train de l'empoisonner, de construire son propre récit. Je m'y attendais, mais ça faisait quand même mal. J'ai répondu. Emma, ta mère a signé des documents légaux à plusieurs reprises. Je ne l'ai pas forcé. Je n'ai pas menti. Je lui ai dit exactement à quoi ils servaient, planification successorale, protection des actifs. Elle ne s'en souciait juste pas assez pour les lire. Demande-lui pour Vincent Crawford. Demande-lui pour le dîner. Demande-lui pourquoi je suis parti. Ensuite, décide qui est le méchant ici. J'ai hésité avant de l'envoyer. Étais-je en train d'entraîner Emma dans cette histoire? Oui, mais Nicole avait tiré la première. Si elle voulait utiliser notre fille comme une arme, je m'assurerais qu'Emma ait tous les faits. 3 jours plus tard, j'ai reçu une réponse. Juste une ligne. Je lui ai posé la question sur Vincent. Elle n'a pas voulu répondre. Papa, que se passe-t-il vraiment? Un progrès. Petit, mais un progrès. J'ai répondu avec la vérité. Pas toute la vérité. Juste assez. La cérémonie, l'invitation, l'acceptation de Nicole alors que j'étais juste là. Ma décision de m'éloigner de quelqu'un qui s'était déjà éloigné de moi des années auparavant. Je n'ai rien volé, Emma. Je me suis protégé de quelqu'un qui avait cessé de m'accorder de la valeur il y a longtemps. Je suis désolé que tu sois au milieu de ça, mais je ne m'excuserai pas de refuser d'être invisible plus longtemps. Le lendemain, Dutch a frappé à la porte de mon chalet. Il se tenait là, le visage buriné, chemise à carreaux, tenant une enveloppe. Ça, c'est pour vous, a-t-il dit. Une femme l'a déposée. Elle n'a pas donné son nom. J'ai pris l'enveloppe.
Papier de qualité. L'écriture de Nicole sur le devant. Call. Je l'ai ouverte après le départ de Dutch. À l'intérieur, une seule page. Tu as gagné. Je signerai tout ce que tu veux. S'il te plaît, mettons fin à tout ça. Laisse-moi garder quelque chose. La maison, au moins. Pour Emma. Je l'ai lu 2 fois. Puis je suis allé à la cheminée, j'ai craqué une allumette et je l'ai regardée brûler. Elle n'avait pas encore compris. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de conséquences. Elle m'avait rendu invisible pendant des années. Maintenant, elle allait voir à quoi ressemblait la véritable invisibilité. 6 semaines après mon départ, la société de Vincent Crawford a implosé. Je n'en étais pas la cause, pas directement, mais je suivais l'évolution de la situation depuis des mois. C'est ce que font les avocats en brevet. Nous suivons les innovations, les partenariats et, surtout, les litiges de propriété intellectuelle. L'entreprise de Vincent, Crawford Technologies, était en procès avec une firme chinoise pour vol de secrets commerciaux. L'affaire était de notoriété publique si l'on savait où chercher. Je la suivais depuis l'année dernière, à l'époque où je me souciais encore de la carrière de Nicole. Le jugement est tombé un mardi. 60 millions de dollars de dommages et intérêts. Crawford Tech n'avait pas 60 millions de liquidités. L'entreprise a déposé le bilan sous 72 heures. J'ai appris la nouvelle par une alerte sur mon téléphone. Assis dans le chalet de Dutch, mon café refroidissant dans ma main, j'ai lu l'article 2 fois. Vincent Crawford était cité, disant que c'était un revers temporaire. Le cours de l'action disait le contraire, une chute de 83% en une seule journée. Samuel a appelé 1 heure plus tard. « Tu vois ça ?» a-t-il demandé. « Difficile de le manquer », ai-je répondu. « Nicole va avoir des problèmes. Si Crawford Tech coule, elle perd son emploi. Pas d'indemnité en cas de faillite. Ce n'est plus mon problème, samedi. Call, Emma m'a encore appelé. Elle s'inquiète pour sa mère. Elle dit que Nicole est à peine fonctionnelle. J'ai fermé les yeux, pinçant l'arête de mon nez. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Peut-être la contacter. Peut-être juste faire savoir à Nicole que tu n'essaies pas de la détruire complètement. Je n'essaie pas de la détruire du tout. Je ne la sauve simplement plus. Il y a une différence. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon logiciel de surveillance. La boîte mail de Nicole montrait 3 messages à Vincent Crawford, tous marqués comme urgents. Aucun n'avait reçu de réponse. Elle avait également envoyé son CV à 4 concurrents, toutes des entreprises qui seraient au courant du scandale de Crawford Tech. Ses perspectives n'étaient pas bonnes. Puis je l'ai vu. Un email de Patricia Vance, son avocate, à Nicole. Compte tenu de votre situation financière et de la faillite, je dois vous recommander de trouver un accord. Combattre cela vous coûtera plus cher que ce que vous ne récupérerez jamais. Il a tout documenté. Chaque signature, chaque date, chaque justification légale. Je suis désolé, mais vous n'avez aucune chance. La réponse de Nicole est arrivée 1 heure plus tard. Alors, que suis-je censé faire? Accepter que je n'ai plus rien? La réponse de Patricia fut brutale. Vous avez ce à quoi vous avez renoncé en signant. C'est la réalité. J'aurais dû me sentir vengé, voire victorieux. Au lieu de cela, je me sentais vide. 20 ans de mariage réduits à des documents légaux et à une restructuration financière. Une femme que j'avais aimée, maintenant en train de se débattre pour survivre pendant que son patron ignorait ses appels et que son avocate lui conseillait de se rendre. Mais ensuite, je me suis souvenu de cette nuit. Vincent me regardant, Nicole disant oui. La cruauté désinvolte d'être effacée devant une salle pleine de gens. Le sentiment de vide est passé. Mon téléphone a sonné. Emma, appelant directement pour la première fois depuis mon départ. J'ai répondu. Salut, ma chérie. Papa. Sa voix était tendue, contrôlée. Il faut qu'on parle. Je sais. Maman s'effondre. Elle a perdu son travail. Elle ne peut plus payer les factures. La maison va être saisie. La maison est à mon nom, Emma. Elle ne va nulle part. Elle y vit sans avoir le pouvoir de la garder. Papa, c'en est trop. Tu as fait passer ton message. Je me suis levé,
Me suis approché de la fenêtre. Les montagnes s'étendaient à l'infini, indifférentes aux drames humains. Vraiment? Parce que de mon point de vue, ta mère ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait de mal. Elle pense que je la punis pour une invitation à dîner. Elle ne voit pas les années d'invisibilité. Les années à être pris pour acquis. Alors apprends-lui. Ne la détruis pas. Je ne la détruis pas, Emma. Je ne la protège simplement plus des conséquences de ses propres choix. Il y a une différence. Silence au bout du fil. Puis, quand est-ce que tu reviens? Je ne reviens pas. Pas à cette vie. Pas pour être l'homme que personne ne voit. Alors qu'est-ce qui va arriver à maman? Elle se débrouillera. Comme j'ai dû me débrouiller pour vivre en étant invisible pendant des années. Elle est intelligente. Elle est capable. Elle survivra. C'est froid, papa. Non, ma chérie. Ce qui est froid, c'est de dire oui à un autre homme pendant que ton mari te regarde. J'ai juste fini d'être chaleureux avec quelqu'un qui me traitait comme un meuble. Emma n'a pas répondu pendant un long moment. Puis, je t'aime, mais je ne t'apprécie pas beaucoup en ce moment. C'est juste, ai-je dit doucement. Je peux vivre avec ça. L'appel s'est terminé. Je me suis rassis, fixant mon téléphone pendant 10 minutes. Les mots d'Emma résonnaient. Allais-je trop loin? Peut-être. Mais j'avais passé 20 ans à ne pas aller assez loin, à ne pas me défendre, à ne pas exiger d'être vu. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai consulté le compte de l'hypothèque. Le paiement de la maison avait 60 jours de retard. La procédure de saisie commencerait à 90 jours. J'ai transféré exactement assez pour la mettre à jour, pas $1 de plus. Puis j'ai envoyé un email à Nicole via un compte anonyme. La maison est payée. Tu ne la perdras pas. Mais tu ne continueras pas à ignorer ce que tu as fait non plus. Quand tu seras prête à reconnaître la vérité, sans excuse, sans reproche, nous pourrons parler. D'ici là, apprends à te débrouiller seul, comme j'ai dû le faire. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai fermé l'ordinateur. Dutch a frappé à ma porte 20 minutes plus tard, tenant une bouteille de whisky. On dirait que vous en avez besoin, a-t-il dit. Je l'ai prise. C'est si évident que ça. J'ai divorcé 3 fois. Je reconnais ce regard. Problème de femme. Quelque chose comme ça. Il s'est assis sur mon porche, sans y être invité mais pas malvenu. Vous fuyez ou vous vous cachez? Les deux? Ni l'un ni l'autre. Je ne sais plus. Dutch a hoché la tête, a repris la bouteille, en a bu une gorgée. Un conseil de vieil homme. Quoi que vous fassiez, assurez-vous que c'est pour aller de l'avant, pas juste pour vous éloigner. Fuir, c'est facile. Courir vers quelque chose, ça demande du cran. J'ai pris la bouteille quand il me l'a tendue. Et si je ne sais pas encore vers quoi je cours? Alors vous le découvrirez. Mais on le découvre en vivant, pas en se cachant éternellement dans mon chalet. 3 mois après mon départ, j'ai entendu mon nom à la radio. Pas la vraie radio, un podcast, une de ces chaînes Red Pill sur les droits des hommes qui gagnaient en popularité. Le reset masculin avec les animateurs Jake et Connor. Je ne l'avais jamais écouté auparavant, mais l'algorithme me l'avait suggéré après mes recherches en ligne sur les stratégies de protection d'actifs. Le titre de l'épisode a attiré mon attention, le fantôme exécutif, quand le silence devient un pouvoir. Je l'ai téléchargé, je me suis assis dans mon pick-up devant une épicerie dans l'État de Washington, écoutant 2 hommes que je n'avais jamais rencontrés disséquer ma vie. Alors, cette histoire a circulé en ligne, a dit Jake. Événement d'entreprise. Un cadre invite la femme d'un type à dîner. Juste devant lui. La femme dit oui. Le mari ne proteste pas, il s'en va. Disparaît complètement. Et quand je dis disparaît, a ajouté Connor, je veux dire qu'il a légalement restructuré toute sa vie avant de partir. Ce type avait 3 coups d'avance tout le temps. Ils avaient des détails. Pas de nom, mais des détails. L'acte de transfert de propriété, les structures de fiducie, la réaffectation des retraites. Quelqu'un avait fait fuiter l'information. Probablement quelqu'un du bureau de Patricia Vance, ou peut-être Nicole elle-même, cherchant de la sympathie en ligne. Voilà ce qui me frappe, a poursuivi Jake. Ce type n'est pas devenu violent. Il n'a pas crevé de pneus, il n'a pas explosé sur les réseaux sociaux.
Il a simplement utilisé le système à la perfection. Chaque document, chaque signature, tout est complètement légal. C'est ça, le coup de maître, a dit Connor. Elle pensait qu'il était faible parce qu'il ne s'est pas battu, mais il n'était pas faible. Il était patient. Il planifiait. La section des commentaires avait explosé. Des milliers d'hommes partageant des histoires similaires. Mon ex-femme a fait quelque chose de semblable. J'aurais aimé être assez intelligent pour me préparer comme ce type. Voilà ce qui arrive quand on arrête d'être le gentil garçon. Mais il y avait aussi des critiques. C'est de la violence financière. C'est un sociopathe. Les vrais hommes communiquent. Ils ne disparaissent pas. Je suis resté là, le moteur tournant, à écouter des inconnus débattre pour savoir si j'étais un héros ou un méchant. Ce qui était étrange, c'est que je ne me sentais ni l'un ni l'autre. Je me sentais juste fatigué. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est toi. L'histoire du podcast. Les gens te traitent de légende. D'autres te traitent de monstre. Je veux juste savoir si mon mari est devenu célèbre maintenant. Nicole. Elle avait trouvé un moyen de me joindre. Probablement en payant quelqu'un pour tracer l'email anonyme que j'avais envoyé à propos de l'hypothèque. J'ai fixé le message pendant 5 minutes. Puis j'ai tapé. Je ne suis pas célèbre. J'en ai juste eu marre d'être invisible. Il y a une différence. Sa réponse est arrivée immédiatement. Pouvons-nous nous voir? Juste une fois, juste pour parler. J'ai failli dire non. J'ai failli bloquer le numéro et partir. Mais quelque chose en moi, peut-être la curiosité, peut-être le dernier vestige de 20 ans passés ensemble, m'a fait hésiter. Une seule rencontre, ai-je tapé. Lieu neutre. Tu viens seul. On parle, rien de plus. Quand? Je te le ferai savoir. Je n'ai pas fixé de date parce que je n'étais pas prêt. Peut-être que je ne le serai jamais. Mais au moins, maintenant, la possibilité existait. Pas la réconciliation, pas le pardon, juste la conversation. Juste deux personnes qui se connaissaient autrefois essayant de comprendre comment tout s'était effondré. Le podcast continuait de jouer. Jake lisait des commentaires. Tiens, en voilà un. Cet homme a fait ce que des millions d'entre nous aimeraient avoir le courage de faire. Et un autre, ce n'est pas un héros. C'est juste quelqu'un qui a finalement eu assez de respect pour lui-même pour partir. Ce deuxième a fait mouche. Assez de respect pour lui-même. C'était de ça qu'il s'agissait, en réalité. Pas de vengeance, pas de punition. Juste le refus d'accepter d'être traité comme une option. J'ai éteint le podcast, mis le pick-up en marche et je suis retourné vers le chalet. Les mots de Dutch résonnaient dans ma tête. Courir vers quelque chose, pas juste pour s'éloigner. Il était peut-être temps de découvrir ce que c'était, ce quelque chose. Quelques mois après ma disparition, j'ai reçu un email qui a tout changé. Il est arrivé via l'un de mes comptes sécurisés, d'une agente littéraire de New York nommée Rebecca Stone. Objet, votre histoire. Monsieur Branson, écrivait-elle, j'ai suivi les discussions sur les podcasts concernant votre situation. Je crois qu'il y a un livre à écrire ici. Pas un mémoire de vengeance, mais un récit honnête de ce qui se passe quand quelqu'un arrête finalement d'accepter d'être invisible. J'aimerais discuter d'une représentation. Intéressé? J'ai fixé l'écran pendant 20 minutes. Un livre. Mon histoire, racontée à ma façon, pas filtrée par des animateurs de podcast ou des commentaires sur Internet. Une chance d'expliquer ce qui s'était réellement passé, pas ce que les gens supposaient. J'ai d'abord appelé Samuel. Est-ce une bonne idée, ai-je demandé. Légalement, ça ne pose pas de problème tant que tu ne diffames pas Nicole ou ne divulgues pas d'informations confidentielles. Personnellement, c'est à toi de voir, Cole. Mais une fois que tu auras publié, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu cesseras d'être un fantôme pour devenir une figure publique. C'est peut-être le but. Peut-être que se cacher n'est pas aller de l'avant. Alors parle à l'agente, mais sois prudent. J'ai organisé un appel avec Rebecca pour le lendemain. Elle était directe, professionnelle, sans fioriture. Je ne suis pas intéressé par un règlement de compte, a-t-elle dit. Je suis intéressé par la vérité. Les hommes ont du mal à se sentir invisibles dans leurs relations.
Vous n'êtes pas unique en cela. Mais la façon dont vous avez géré la situation, la préparation, la précision juridique, c'est ce qui rend cela fascinant. Et si Nicole s'y oppose? Elle ne peut pas vous empêcher de raconter votre histoire. Tant que c'est véridique et que vous ne violez aucun accord, vous avez tout à fait le droit de publier. Et si ça empire les choses pour elle? Rebecca a marqué une pause. Monsieur Branson, elle a fait de vous un personnage de son histoire quand elle a dit oui à Vincent Crawford devant témoin. Vous ne faites que reprendre le contrôle du récit. L'accord s'est conclu rapidement. Une avance à 6 chiffres. Publication dans 8 mois. Titre, la stratégie de sortie, quand le silence devient un pouvoir. J'aurais dû me sentir triomphant. Au lieu de cela, je me sentais exposé. Écrire signifiait tout révéler, la planification, la douleur, le démantèlement calculé d'une vie que j'avais mis 20 ans à construire. Cela signifiait qu'Emma le lirait. Mes parents le liraient. Nicole le lirait. Mais les mots de Dutch continuaient de résonner, courir vers quelque chose. C'était peut-être ça. Ne pas se cacher, ne pas fuir. Juste se tenir dans la vérité et laisser les gens la juger comme ils le voulaient. J'ai appelé Emma avant de signer le contrat. Je dois te dire quelque chose, ai-je dit. J'écris un livre. Silence. Puis, sur maman? Sur notre mariage, sur ce qui s'est passé. Je voulais que tu l'apprennes de moi en premier. Papa, tu n'en as pas déjà fait assez? Le podcast, le blog qu'un type a écrit, maintenant un livre. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand les gens arrêteront de supposer que je suis soit un héros, soit un monstre. Quand ils comprendront que je suis juste quelqu'un qui en a eu marre d'être invisible. Et tu penses qu'un livre va faire ça? Je pense que c'est la seule façon pour moi de vraiment l'expliquer. Emma, je n'essaie pas de blesser ta mère. J'essaie de m'assurer que ma version existe quelque part, ailleurs que dans les commentaires sur Internet. Elle est restée silencieuse un long moment. Me laisseras-tu le lire avant qu'il ne soit publié? Chaque mot. Alors d'accord. Mais papa, quand ce livre sortira, tu ne pourras plus te cacher. Tu devras faire face à tout ce que tu as fui. Je sais, ai-je dit. Je suis prêt. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Pas encore le livre, juste des notes. Des souvenirs du mariage avant qu'il ne se brise. Les bonnes années, avant que l'ambition de Nicole ne consume tout. Avant que je ne devienne un meuble. Dutch a frappé à ma porte ce soir-là, m'a vu entouré de papiers et de tasses de café. Vous travaillez ou vous êtes obsédé, a-t-il demandé. J'écris un livre. Il a haussé un sourcil. Sur quoi? Sur la façon dont je suis arrivé ici. Ça, c'est aller de l'avant, a-t-il dit avec approbation. Assurez-vous simplement de ne pas vous contenter d'expliquer le passé. Assurez-vous de construire quelque chose de nouveau. Et à quoi ça ressemble? Dutch a haussé les épaules. J'en sais fichtre rien. Mais je commencerai par me demander ce que vous voulez, pas seulement ce que vous fuyez. Après son départ, je me suis assis sur le porche, regardant le soleil se coucher sur les montagnes. Qu'est-ce que je voulais? Pas récupérer Nicole. Cette version de nous était morte. Pas la vengeance non plus. J'avais déjà démantelé tout ce qui devait l'être. Je voulais être vu. Vraiment vu. Pas comme un chèque de paie ou une présence stable ou un meuble. Comme une personne avec de la valeur, avec une importance, avec quelque chose à dire. Le livre ferait ça. Mais plus que ça, je devais découvrir qui était Cole Branson maintenant. Pas le mari, pas l'avocat, pas l'homme qui avait disparu. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'entier. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Rebecca Stone. Je suis partant. Écrivons ce truc. Sa réponse est arrivée immédiatement. Bien. Le monde a besoin d'entendre ça. Montrons-leur ce qui se passe quand le silence cesse d'être une faiblesse et devient une stratégie. La rencontre a eu lieu 5 mois après mon départ. Nicole m'a retrouvé grâce à l'accord pour le livre. Mon nom est apparu dans l'annonce de publication, enfoui dans les nouvelles de l'industrie. Elle a conduit jusqu'à l'État de Washington, s'est présentée à la propriété de Dutch sans prévenir. Je coupais du bois quand sa voiture est arrivée. Elle est sortie lentement, comme si elle s'approchait de quelque chose de dangereux. Peut-être que c'était le cas.
Cole, a-t-elle dit. J'ai posé la hache, essuyé la sueur de mon front. Nicole. Tu as l'air différent. Plus fort. Je suis différent. On peut parler? J'ai fait un signe de tête en direction du porche. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées, l'espace entre nous lourd de mois de silence. J'ai lu pour le livre, a-t-elle dit. Les revues professionnelles de l'édition. Quelqu'un m'a transféré l'annonce. Je m'en doutais. Vas-tu me détruire dedans? Je vais dire la vérité. Si cela te détruit, cela en dit peut-être long sur la vérité. Sa mâchoire s'est crispée. Je suis venu ici pour te demander d'arrêter. S'il te plaît. J'ai tout perdu. Mon travail, mes économies, ma réputation. Vincent ne répond même plus à mes appels. Sur Internet, on me qualifie d'exemple à ne pas suivre. N'est-ce pas suffisant? Il ne s'agit pas de savoir si c'est suffisant, Nicole. Il s'agit de s'assurer que les gens comprennent ce qui s'est passé, du point de vue de quelqu'un qui était réellement là. J'étais là aussi. Vraiment? Parce que de mon point de vue, tu n'étais pas présente dans notre mariage depuis des années. Tu étais physiquement là, mais émotionnellement, tu avais décroché bien avant cette cérémonie. Elle a détourné le regard, son sang-froid s'effritant. J'ai fait une erreur. Une seule erreur. J'ai dit oui à un dîner qui ne signifiait rien. Ce dîner n'était que la partie visible. Et les centaines de nuits où tu as choisi le travail plutôt que moi. Les anniversaires que tu as oubliés. Les conversations où tu me regardais comme si j'étais transparent. Nicole? Tu n'as pas fait une erreur ce soir-là. Tu as révélé un schéma qui était là depuis le début. Alors tu me punis pour toujours? Je ne te punis pas. Je ne te protège simplement plus des conséquences. Il y a une différence. Elle s'est levée, la colère perçant enfin. Tu sais quoi? Peut-être que je t'ai pris pour acquis. Peut-être que j'ai donné la priorité à ma carrière. Mais tu aurais pu dire quelque chose. Tu aurais pu te battre pour nous au lieu de simplement planifier ton évasion comme si j'étais une OPA hostile dont tu devais te défendre. J'ai essayé de te parler, Cole. 3 fois distinctes en 2 ans. J'ai demandé si nous pouvions suivre une thérapie. Tu as dit que tu étais trop occupé. J'ai suggéré que nous prenions des vacances. Juste nous deux. Tu as dit que tu ne pouvais pas prendre de congé. J'ai demandé si nous pouvions dîner ensemble un soir par semaine. Tu as dit que ton emploi du temps était trop imprévisible. Alors oui, finalement. J'ai arrêté de demander et j'ai commencé à planifier. Parce que demander ne m'apportait rien, si ce n'est une preuve de plus que je ne comptais pas. Elle s'est rassise, la combativité l'abandonnant. Je ne réalisais pas que c'était si grave. C'est ça le problème. Tu ne le réalisais pas parce que tu ne faisais pas attention. Nous sommes restés en silence pendant plusieurs minutes. Finalement, elle a repris la parole, la voix plus faible. Que veux-tu de moi, Cole? Des excuses? Une reconnaissance? Que je fasse cesser tout ça? Rien ne fera cesser ça, Nicole. Le livre va sortir. La vérité va être révélée. Mais je vais te dire ce que je voulais il y a 5 mois. Je voulais que ma femme me voie, qu'elle m'accorde de la valeur. Qu'elle me choisisse plutôt que son patron quand il nous a manqué de respect à tous les deux en public. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, compter. Tu comptais. Pas assez. Pas plus que la promotion. Pas plus que l'approbation de Vincent. Et c'est de ça que j'écris. Pas de la vengeance. Pas de la punition. Juste la simple vérité que j'ai passé 20 ans à être invisible pour quelqu'un qui avait promis de me voir pour toujours. Nicole s'est levée, les larmes coulant enfin. Je suis désolé. Je sais qu'il est trop tard, mais je suis désolé. Je te crois. Mais des excuses ne changent pas ce qui s'est passé. Elles ne font que le reconnaître. Elle s'est dirigée vers sa voiture, s'est arrêtée la main sur la portière. Le livre. Sera-t-il au moins juste? Il sera honnête. C'est tout ce que je peux promettre. Elle est partie. Je l'ai regardée jusqu'à ce que sa voiture disparaisse sur le chemin de terre, puis je suis retourné couper du bois. Chaque coup de hache me semblait couper un autre morceau du passé, construisant quelque chose de nouveau à partir des décombres. Dutch est apparu 1 heure plus tard.
Je l'ai vu partir, a-t-il dit. Ça va? Oui, je crois que oui. Vous avez obtenu ce dont vous aviez besoin. J'ai pu dire ce que j'aurais dû dire il y a des années. C'est déjà quelque chose. Dutch a hoché la tête. C'est tout, mon garçon. C'est tout. 8 mois après mon départ, Emma a pris sa décision. Elle m'a appelé un mardi après-midi, sa voix calme d'une manière qui me disait qu'elle s'était préparée à cette conversation. Papa, je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit. Je t'écoute. Je change mon nom de famille pour Branson. Juste Branson, j'abandonne le nom de jeune fille de maman de la version avec trait d'union. Je me suis assis lentement. Emma avait été Emma Branson portée depuis sa naissance, en l'honneur des deux familles. Ce n'était pas un petit geste. Emma, tu n'es pas obligée de faire ça. Si, je le suis. Pas parce que je déteste maman, mais parce que tu as été le parent qui était là. Chaque match de foot, chaque pièce de théâtre de l'école, chaque fois que j'avais besoin de quelqu'un, tu étais là. Elle était au travail. J'ai 22 ans. Et je vois enfin clairement ce que tu as vu il y a des années. Ta mère t'aime. Je sais qu'elle m'aime. Mais aimer quelqu'un et être présent pour cette personne, ce n'est pas la même chose. Tu me l'as appris. Pas avec des mots, avec des actes. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le porche de Dutch, regardant le soir s'installer sur les montagnes. Ma fille m'avait choisi. Non pas parce que je le lui avais demandé, non pas parce que je l'avais manipulé, mais parce qu'elle avait observé tout ce qui s'était passé et avait porté son propre jugement. Le livre est sorti 2 semaines plus tard. La stratégie de sortie a atteint la liste des best-sellers en quelques jours. Les critiques étaient mitigées, comme on pouvait s'y attendre. Certains l'ont qualifié d'exploration nécessaire de la négligence émotionnelle. D'autres, de manifeste pour l'abandon. Mais les gens le lisaient. Les gens en parlaient. Nicole m'a envoyé un email après l'avoir lu. Juste 3 lignes. Je l'ai lu. Chaque mot. Tu avais raison sur plus de choses que je ne voulais l'admettre. Je suis désolé qu'il ait fallu tout perdre pour que je le voie. Je n'ai pas répondu immédiatement. Il m'a fallu 3 jours pour trouver les mots. Merci de l'avoir lu. Merci de le reconnaître. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Ce ne sera juste pas avec moi. Emma a appelé une semaine plus tard avec des nouvelles. Maman a trouvé un travail, a-t-elle dit. Coordinatrice marketing pour une association à Portland. C'est une baisse de salaire, genre 70%, mais c'est quelque chose. Elle semble différente, plus calme, plus. Je ne sais pas, présente. C'est bien. Je suis content qu'elle se reconstruise. Elle m'a demandé de te demander quelque chose. Elle veut savoir si tu serais d'accord de la rencontrer encore une fois. Pas pour vous réconcilier, juste pour tourner la page. Une vraie fin, pas une fin en colère. J'y ai réfléchi. Dis-lui oui. Mais dans 3 mois, après la tournée de promotion du livre, après que les choses se seront calmées. L'avance du livre avait changé les choses. J'avais remboursé toutes les dettes, créé une fiducie pour l'avenir d'Emma, fait un don important à des organisations de santé mentale pour hommes. Le reste, je l'ai investi avec soin, construisant quelque chose de durable. C'était ça, aller de l'avant. Construire, pas seulement fuir. J'avais aussi commencé à enseigner. Un cours de droit des affaires dans une petite université de l'État de Washington, aidant les plus jeunes à comprendre les contrats, la propriété intellectuelle, la protection des actifs. Pas comme des tactiques de vengeance, mais comme des compétences de vie. Un de mes étudiants, un jeune homme nommé Ryan, m'a demandé après un cours un jour, « Professeur Branson, est-ce vrai que vous êtes le type de ce livre, celui qui a disparu ?» C'était moi, ai-je dit. Maintenant, je suis juste un type qui enseigne le droit et essaie d'aider les gens à se protéger. C'est plutôt cool, a dit Ryan. Mes parents ont divorcé l'année dernière. Mon père s'est fait détruire financièrement. J'aurais aimé qu'il sache ce que vous saviez. Dis-lui qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, ai-je dit. Dis-lui qu'être visible à ses propres yeux est plus important qu'être visible pour quelqu'un qui a cessé de le voir. Cette conversation m'est restée. C'était peut-être ça, le but de tout ça. Pas la vengeance, pas la justification.
Montrer aux gens qu'il était possible de partir avec dignité. Que se protéger n'était pas de la faiblesse. C'était de la survie. La rencontre a eu lieu sur un banc du parc riverain de Portland, 2 ans et 3 mois après que j'ai quitté cette cérémonie de remise de prix. Nicole était déjà là quand je suis arrivé, les mains serrées autour d'une tasse de café, semblant plus petite en quelque sorte. Pas physiquement, juste moins sûre d'elle. Cole, a-t-elle dit alors que je m'asseyais. Nicole. Nous sommes restés en silence un moment, regardant la rivière Willamette couler. Des joggeurs passaient, des touristes prenaient des photos. Le monde tournait comme si rien ne s'était jamais passé. Merci d'être venu, a-t-elle dit finalement. Tu as dit que tu voulais tourner la page. Je me suis dit que nous en avions tous les deux besoin. Je suis une thérapie, a-t-elle dit. Une vraie thérapie, pas juste me plaindre à des amis. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre quelque chose. J'utilisais le travail pour éviter de m'occuper de nous. Chaque promotion, chaque nuit tardive, chaque fois que je choisissais le bureau plutôt que la maison, je fuyais l'intimité. Pourquoi? Parce que l'intimité demande de la vulnérabilité. Et je n'ai jamais été doué pour être vulnérable. Être une patronne, avoir le contrôle, ça me semblait plus sûr qu'être une épouse qui pourrait être blessée. J'ai hoché la tête lentement. J'aurais aimé que tu comprennes ça avant. Moi aussi. Mais je ne l'ai pas fait. Et je suis désolé. Pas désolé de m'être fait prendre. Désolé pour ce que j'ai fait. Désolé de t'avoir traité comme un meuble. Désolé de ne pas t'avoir vu alors que tu étais juste là. Ces mots, ceux dont j'avais besoin il y a 2 ans, ils résonnaient différemment maintenant. Pas comme une guérison, exactement. Juste comme une reconnaissance. Merci, ai-je dit. Ça signifie quelque chose. Emma parle tout le temps de toi. Les cours que tu donnes, le livre. Elle est fière de toi. Elle devrait l'être. Elle parle de toi aussi. Elle dit que tu es différente maintenant. Nicole a eu un sourire triste. Être fauché et humilié, ça a tendance à changer les gens. Je gagne 48 000 $ par an dans une association. Je conduis une Honda d'occasion. Je loue un studio. Mais je suis vraiment heureuse. Plus heureuse que quand je gagnais un salaire à 6 chiffres en grimpant les échelons. Qu'est-ce qui a changé? J'ai arrêté de mesurer ma valeur par mon titre, et j'ai commencé à la mesurer par ma capacité à me regarder dans le miroir sans sourciller. Nous sommes restés assis encore quelques minutes. Puis Nicole a sorti une enveloppe, me l'a tendue. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Les papiers du divorce définitif. Je les ai signés. Pas d'avocat, pas de combat, pas de drame. Juste la reconnaissance que c'est fini entre nous, et que ça l'est depuis longtemps. J'ai ouvert l'enveloppe. Elle avait tout signé. N'avait rien gardé, sauf le droit d'aller de l'avant. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je le devais. Tu mérites d'être complètement libre, et je mérite d'arrêter de mener des batailles que j'ai déjà perdues. J'ai signé les papiers, là, sur le banc. Quand j'ai eu fini, Nicole s'est levée. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te voit, Cole. Quelqu'un qui ne te prend pas pour acquis. Tu le mérites. J'espère que tu trouveras la paix, ai-je dit. Une paix réelle, pas seulement l'absence de chaos. Elle s'est éloignée. Je l'ai regardée partir, puis je suis resté assis un moment de plus, les papiers sur les genoux, sentant quelque chose changer en moi. Pas le pardon. Pas la réconciliation. Juste une libération. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Emma. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, ai-je tapé en retour. C'est enfin terminé. Bien. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Je me suis levé, j'ai marché le long de la rive, les papiers sous le bras. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. Au loin, le monde se découpait nettement sur l'horizon, permanent et indifférent. Il y a 2 ans, j'avais quitté une salle de bal pour conduire vers l'inconnu. J'avais démantelé une vie, disparu dans les montagnes, me suis reconstruit pièce par pièce. Pas parce que j'étais cruel, pas parce que j'étais froid, mais parce que j'avais finalement appris qu'être vu commençait par refuser d'être invisible. Le livre avait atteint la 3e place de la liste des best-sellers du Times. J'avais été interviewé dans des podcasts,
des émissions matinales, j'avais même donné une conférence TED sur les limites et le respect de soi. Les gens m'appelaient une inspiration. D'autres, un exemple à ne pas suivre. Je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais juste un homme qui avait décidé que sa présence comptait, que sa voix comptait, qu'être pris pour acquis n'était pas la même chose qu'être aimé. Dutch était décédé il y a 4 mois. Crise cardiaque, rapide et sans douleur. À ses funérailles, sa fille m'avait pris à part. Papa disait toujours que vous lui rappeliez lui-même quand il était plus jeune, m'avait-elle dit. Il disait que vous aviez eu la présence d'esprit de partir avant que le ressentiment ne vous rende amer. Il respectait ça. J'avais gardé le chalet. Je l'utilisais maintenant comme retraite d'écriture. Le 2e livre était presque terminé. Pas sur mon mariage, mais sur la reconstruction après une perte. Sur l'espace entre la fin et le commencement. En retournant à ma voiture, je suis passé devant un jeune couple qui se disputait sur un banc. La femme était sur son téléphone, écoutant à peine l'homme qui essayait de lui parler. J'ai failli m'arrêter, failli dire quelque chose, mais ce n'était pas ma place. Chacun devait trouver sa propre stratégie de sortie, son propre point de rupture, son propre moment de décider qu'être invisible n'était plus acceptable. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé vers le nord, vers Washington, vers la vie que j'avais construite à partir du silence et de la stratégie, vers l'enseignement et l'écriture et le fait d'être pleinement présent pour les gens qui comptaient. Il y a 2 ans, j'avais tout quitté. Maintenant, j'avais quelque chose de mieux. Pas une vie parfaite, juste une vie honnête. Une vie où j'étais vu, où je comptais, où ma présence n'était pas optionnelle. Et cela valait plus que n'importe quel mariage qui exigeait que je disparaisse.